Donc aujourd'hui, je voulais juste faire un point rapide sur le combat contre-révolutionnaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc très simplement, et pour fixer quelques idées, qu'est-ce que c'est que la révolution? Et en quoi consiste l'esprit du combat légitimiste? Ça va être aussi l'occasion, en disant de cette conférence, de vous donner envie pour ceux ceux qui ont envie de profiter des communications qui seront données le mois prochain à Tokyo dans le cadre d'un symposium international sur la contre-révolution. Nous aurons beaucoup d'intervenants de communications différentes sur la contre-révolution qui vont être très intéressantes. Nous aurons des gens comme Philippe Pichot, le père Thomas, l'abbé Claude Barthes, l'abbé Wilcock, l'abbé Rampon, Guillaume de Thieulois, Marion Sigaud, et d'autres, Stanislas Berton et d'autres encore. Voilà. Donc, je vais être assez simple. Et en vous lisant, d'abord, en fait, je vais me fonder sur quelques petites citations. Je vais commencer par lire quelques mots de Monseigneur Gomme, donc un évêque français du XIXe siècle et qui a écrit beaucoup de... Enfin, qui n'est pas évêque, hein, pardon, le Monseigneur, c'est un titre honorifique qui a été donné par Pie IX pour son travail universitaire, apologétique, etc. Et donc il a beaucoup écrit contre le libéralisme à l'époque et contre les nouvelles idées. Et il a été, disons, un contre-révolutionnaire important au milieu du XIXe siècle. Et il a défendu en particulier le pape et ses domaines quand ils ont été attaqués. euh, Quand ils ont été attaqués dans les années 1800, enfin, au milieu du 19e siècle, et à la fin, comme vous le savez, les états du pape, les états pontificaux ont été supprimés et rattachés à l'Italie. Ce qui a, ce qui a, ce qui a, ce qui a, disons, continué et terminé la Révolution après avoir fait tomber la France catholique, l'assise séculière, enfin, le royaume du pape, en fait, qui lui permettait d'avoir une certaine indépendance et euh, d'être seigneur dans une petite parcelle quelque part sur la terre. Euh, Ces États ont été confisqués et ça a été disons, le second bouclier de la chrétienté qui est tombé aussi. Et de fait, après ça, après donc 1870, on rentre, disons, dans une période plus dure de la Révolution, qui ouvre en fait le XXe siècle, avec ses guerres totales et d'un point de vue de l'Église, euh, le début des erreurs politiques assez majeures de l'Église. Il y avait eu Napoléon en 1804, mais bon, ça c'était compliqué. Mais le ralliement de Léon XIII et la Fondation d'Action française et l'abandon des Cristeros au début du XXe. Bon, alors, la Révolution, euh, la première chose, c'est de rappeler que la Révolution n'est pas simplement la Révolution française, dans le sens de l'événement historique qui a commencé en 1789 et qui a fait couler beaucoup de sang, et qu'en fait la Révolution, selon les auteurs contre-révolutionnaires du XIXe siècle, est bien plus que ça. Et au fond, la Révolution de 1789 n'est plutôt qu'une conséquence de ce que c'est que la Révolution. Et donc, pour les auteurs, et c'est exactement la même chose
que nous disons aussi aujourd'hui légitimiste, c'est que la révolution est avant tout, avant d'être un événement historique précis de 1789, avant tout un esprit, une doctrine, un poison, donc une doctrine avec des idées qui s'oppose pied à pied à toute euh, la doctrine politique traditionnelle française et à la doctrine catholique. Voilà. Donc je vais vous lire, avant de commencer par Monseigneur Gomme, juste sa définition de la contre-révolution, parce que c'est très bien, qui a écrit ça donc dans un petit opuscule qui s'appelle Vive le roi d'ailleurs, qui est écrit en, si je m'abuse, 1875, oui. Donc je lis. Il ne faut pas confondre ce qu'on appelle en général la Révolution avec la Révolution française de 1789. La Révolution proprement dite est plus qu'un fait. C'est une doctrine, un ensemble de principes et de théories sociales et politiques que l'Assemblée nationale de 1789 n'a fait qu'appliquer à la France. Et cette doctrine qu'on a appelée justement la Révolution, c'est-à-dire la Grande Révolte, est un immense blasphème et une théorie abominable. C'est la négation impudente du droit de Dieu sur la société et du droit qu'il a donné à son Église d'enseigner et de diriger les rois et les peuples dans la voie du salut. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il est défini. Et en pratique, c'est les enfants des Lumières, c'est l'enfant aussi du protestantisme. Et donc c'est cette idée sur le plan politique de démocratie, donc de nier le droit de Dieu sur la société en disant que c'est les hommes qui sont, euh, avec la souveraineté populaire, les souverains en dernière instance. Et ça va avec le libéralisme aussi, politique, c'est-à-dire qu'on met la liberté non comme un moyen donné par Dieu pour être vertueux et pour choisir les moyens qui nous permettent d'accomplir notre fin surnaturelle, à savoir aller au ciel, ou naturelle, servir le bien commun. Mais à partir enfin, la révolution, c'est la tentative de réalisation politique de l'idéal du libéralisme, c'est-à-dire de faire croire que, premièrement, la liberté n'est plus un moyen mais un but, et qu'on peut donc avoir le bonheur un peu sur Terre, et ça va ouvrir le, le- le portail à toutes les disons, des idéologies qui sont des, des- 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 des doctrines du salut qui sont séculières. Donc réaliser un bonheur temporel, voire matériel, sur Terre, comme si on pouvait finalement rétablir, restaurer, enfin, je, pas restaurer, parce que enfin, c'est impossible, mais en fait, comme si on pouvait rétablir l'état de l'humanité pré-chute quelque part, ou plutôt ces doctrines nient finalement le péché originel et font croire que on n'a pas eu la chute, donc il s'agit juste de reconstruire un paradis terrestre sur Terre. Et si vous analysez avec cette grille toutes les grandes idéologies qui sont nées depuis les Lumières, en incluant les Lumières, elles participent toutes, en fait, au fond de cette doctrine-là. Donc, que vous prenez le communisme, euh, même le capitalisme, euh, le libéralisme, et bon, ben, maintenant, les choses comme le transhumanisme ou l'écologisme, tout ça, ben, tout ça, voilà, ce sont des messianismes temporels, donc avec un salut temporel. Et tout ça, donc, je répète, les contre-révolutionnaires, en commençant par Jacques de Maistre, ont analysé que la Révolution française n'était qu'une conséquence de ces idées révolutionnaires, et donc de ce fait, on, on a appelé la Révolution, non, c'est simplement l'événement politique qui consiste à un renversement politique, des massacres, des violences, etc., mais à ce corps de doctrine et à ces idées
révolutionnaires qui sont comme du poison qui ronge les esprits et les cœurs, et que malheureusement, et ça tous les auteurs contre-révolutionnaires jusqu'à aujourd'hui on constate, ces idées continuent en fait, à être euh, aimées, enfin à être le fondement de la politique sur toute la planète. Et quels que soient les rétablissements qui ont pu se passer ici et là de façon temporaire, euh, le fait que le fond restait révolutionnaire dans sa doctrine faisait que que ça n'a jamais été des restaurations sérieuses. Et nous, légitimistes, c'est notre donc nous, nous voulons être réalistes, donc regarder avec réalisme la réalité révolutionnaire d'une part et la réalité de cette doctrine qui ronge, et ensuite de constater les voies de restauration, dont je vais parler un peu plus tard, c'est-à-dire reconnaître en fait, à la différence de toutes ces idéologies qui sont nées des Lumières, d'un point de vue politique, de reconnaître la réalité politique de la France qui est royale, euh, catholique, et donc de regarder cette réalité de la succession aussi qui nous désigne le roi élu par Dieu et lui vint, et donc de l'accepter, enfin d'abord de reconnaître la réalité, de l'accepter, et de jouer notre rôle de sujet dans ce corps politique, enfin dans la France. Et l'autre jambe du légitimisme, voilà, c'est pour reconnaître la réalité d'une part, et bien situer quel est l'ennemi, c'est-à-dire que c'est la doctrine révolutionnaire en tant que telle, et le remède qui est la contre-révolution dans le sens appliquer les principes contraires, nous, dans notre vie personnelle, vie familiale, vie paroissiale et vie politique au sens large, et donc ne pas utiliser les moyens révolutionnaires. C'est ce qui est représenté, enfin, ce qui est résumé bien, ce qui se résume bien par la phrase célèbre de Joseph de Maistre qui dit: la contre-révolution n'est pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. C'est deux choses. Alors, en fait, ces auteurs, vraiment, quand on les relit aujourd'hui, c'est d'une actualité, mais impressionnante. Ils ont analysé la révolution de plusieurs façons. Donc, comme je l'ai dit, comme doctrine anticatholique, euh, qui nie les fondements de la religion catholique et de la vie politique de la chrétienté. Et dans le XIXe siècle, il y a aussi une analyse et ce qui revient au fond même, de la Révolution comme une paganisation de l'Europe, en fait, et de la France, et enfin, ce qu'on appelle plus communément une déchristianisation, et un retour au monde païen, en fait. Et en fait, quand on regarde l'histoire, ce processus, on peut le remonter avec la réforme protestante, qui est le premier pas de la déchéance de la chrétienté en Europe, et qui va ouvrir la porte à, disons, en grand, à la doctrine révolutionnaire. Doctrine révolutionnaire qui, au fond du fond, c'est le nom de serviam luciférien, hein, c'est je ne servirai pas, la rébellion, la négation d'autorité, et vous serez comme des dieux, hein, il y a vraiment de ça. Mais je vais lire Monseigneur Gaume, donc, qui a écrit une série de lettres à Monseigneur Dupont-Loup. Voilà, enfin, c'est donc c'est sur le problème de l'éducation, et en fait le problème de l'enseignement des auteurs païens dans l'éducation à son époque,
en particulier dans les petits séminaires, donc aux futurs prêtres. Donc, et voici ce qu'il dit. Donc, dans la lettre 14. Alors, or, voici ce qui est. La Renaissance fut la résurrection, le culte, l'adoration fanatique du paganisme avec toutes ses idoles littéraires, artistiques, philosophiques, morales et religieuses. La Renaissance engendra la Réforme engendra l'impiété voltairienne, l'impiété voltairienne engendra la Révolution française, la Révolution française est le cataclysme moral le plus épouvantable qu'on ait jamais vu. Que cette généalogie du mal dont souffre la société moderne soit authentique, votre grandeur a pu s'en convaincre par le témoignage unanime des amis et des ennemis rapportés dans mes lettres précédentes. Et voilà. Donc là, c'est fin de la citation. C'est résumé de façon lapidaire, mais tout à fait vrai. Je trouve. Et ça, c'est la particularité de la pensée contre-révolutionnaire, c'est de faire cette généalogie en fait, de faire cette généalogie qui remonte à la Renaissance et de trouver cette logique qui, bon, évidemment, à l'époque, il n'était pas, il ne faut pas croire qu'il y avait quelque chose d'inéluctable là-dedans, hein. Ça, c'est un piège aussi. Il ne faut pas croire que ce qui est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une sorte de conséquence inéluctable, euh, disons, d'une chaîne de l'histoire. C'est le fameux illusion anachronique. Enfin, on a toujours l'impression que l'époque où on vit était forcément inéluctable. Dans un sens, c'est pas faux puisque c'est la réalité telle qu'on l'a aujourd'hui. Mais évidemment, les choses auraient pu se passer différemment. Et quand on regarde tant la Révolution française de 1789 que d'autres événements, on est toujours frappé par le fait que, quand on regarde les époques, euh, et qu'on se place dans ces époques, il n'était pas du tout évident, euh, quand on regarde dedans, que ça finisse comme ça s'est fini dans la réalité. Et que ces choses qui semblent, qu'on nous apprend et qu'on nous présente comme inéluctables, inévitables, quand on est placé dans la situation, enfin, dans l'époque, c'était plutôt la possibilité la moins probable en fait. Enfin, qui semblait en tout cas la moins probable pour les contemporains et que souvent personne ne voit vraiment venir. Voilà. Souvent, voilà. Et c'est le travail de l'historien ou le travail des penseurs, tout ça, c'est après coup de prendre du recul et de se rendre compte que effectivement, on aurait pu le voir venir un peu plus si on s'était éloigné. C'est ce que par exemple fait un Joseph de Maistre, et c'est ça pour ça qu'il est très impressionnant, c'est ce que fait un Joseph de Maistre, plongé encore dans les événements. Et donc l'analyse de l'ancien Gomme, pour résumer, c'est que à partir de la Renaissance, donc la Renaissance, le mot dit bien ce que c'est faire renaître les antiquités païennes en fait, la gréco-latine. Et bon, au début c'est simplement circonscrit dans les élites et c'est pas forcément universel, mais il y a vraiment cette mode qui se met en place au niveau de la Renaissance et qui façonne vraiment, je pense, la culture des élites jusque dans les années, pour la France, jusque dans les années facilement 1980. Vous prenez un peu toutes les anciennes générations, les fameuses humanités gréco-latines, en fait, trouvent un peu l'origine dans cette Renaissance-là. Euh, et qui est, d'un point de vue purement, disons, intellectuel, une tradition qui peut être impressionnante. Mais enfin, il y avait cette sorte de fascination qui faisait que même dans l'Église, euh, dans l'enseignement des séminaires, des petits séminaires, des clercs, au XIXe siècle, euh, on, ne, on privilégiait l'enseignement des auteurs païens sur
des auteurs chrétiens, soi-disant pour apprendre le grec ou le latin, souvent c'était ça la raison, ou pour des raisons, apprendre la culture occidentale, la civilisation occidentale. Donc en pratique, il se trouvait que même les clercs, etc., et ça c'est vrai depuis facilement le XVIIe siècle hein, en France, euh, avaient une culture, j'allais dire classique dans le sens gréco-latine, pré-chrétienne, euh, en fait peut-être plus développée, en tout cas dans les petites classes, que la culture chrétienne. Ce qui est assez paradoxal, mais c'est une réalité. Alors que la grande spécificité du Moyen Âge, alors évidemment, hein, il n'y a pas de, c'est des sortes de mouvements tectoniques de fond. Donc quand on arrive au XIXe siècle, cet enseignement issu de la Renaissance est total et se fait à tous les étages. Quand on est au XVIIIe siècle, c'était que les élites. XVIIe, XVIIIe siècle, c'était que les élites. Voilà. Donc ça pas de changements qui seront un jour. Mais l'enseignement est très différent du Moyen Âge, où au Moyen Âge, euh, tout se fondait vraiment quand même sur le corpus vraiment chrétien. On apprenait la poésie dans les psaumes, on apprenait le latin dans la Vulgate et les pères de l'Église. Le grec, si on voulait l'apprendre, c'était les évangiles en grec. Enfin, tout était vraiment centré sur la contemplation des vérités chrétiennes. Et autre facteur aussi, et ça c'est un thème que développe Monsieur Gomme dans ce livre, mais d'autres auteurs comme l'abbé Roquette et quelques autres auteurs contre-révolutionnaires qui le remarquent, c'est le changement substantiel qui se passe dans comment dire, l'école. C'est-à-dire que au Moyen Âge, l'école n'est pas une institution extérieure à la famille, ça veut juste dire éducation. Et cette généralisation de l'école extérieure à la famille, qui en fait commence par les collèges euh, de la Renaissance, où on rassemble des élites d'une certaine classe d'âge ensemble, et où on leur enseigne la même chose euh, en même temps, hors famille, est quelque chose de nouveau à la Renaissance par rapport au Moyen Âge, et qui, dans un certain sens, et qui vient de la Renaissance dans le sens où ça se voulait comme une restauration euh, de l'école publique antique romaine. Et ce que dit Monsignor Gomme, etc., c'est que bah, cette forme d'éducation-là, c'est bien gentil, mais c'est pas rien, quoi. Et la christianisation de l'Europe, sans en regarder le meilleur de ce qui existait auparavant, mais à supprimer aussi tout ce qui n'allait pas, et l'abbé Roquette ou d'autres analysent le fait que le système même, sans parler du contenu euh, de l'école, comme ça, en groupe, hors de la maison, dès le plus jeune âge, est en soi quelque chose de très révolutionnaire, ou de païen, si on préfère, qui permet de couler les gens dans un même moule. Et voilà. Ce qui est intéressant, pour une petite histoire, c'est que moi-même je suis au Japon, donc c'est un milieu païen, et c'est vrai que ces auteurs qui ne connaissaient pas normalement des milieux purement païens à leur époque, parce que la société était encore chrétienne, avaient vraiment vu cet aspect, et ça me semble très très juste, dans le sens où toutes les sociétés païennes, au fond, ont cette tendance. Euh, C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire de la Révolution, c'est que c'est nouveau par rapport à la chrétienté qu'on a vécue pendant 1000 ans. Donc c'est pour ça que ça nous semble si violent. Mais si on regarde encore, je dirais dire de plus haut, d'un point de vue historique et de plus loin, c'est pas nouveau dans le sens où toutes les sociétés païennes ont ces tendances révolutionnaires. La seule chose, c'est que pour la France en particulier, c'était excessivement violent parce qu'il fallait
parce qu'elle s'est opposée frontalement à la société catholique, enfin à la chrétienté, dans sa monarchie, enfin dans la royauté française et dans l'Église, et à part des violences extrêmes, parce que c'était quand même très enraciné, la Révolution ne pouvait pas s'en débarrasser, ce qui explique la violence, disons, de la chose, mais sur le fond, je disais tout à l'heure que la Révolution était des doctrines, en fait, hein, qui voulaient le bonheur temporel sur Terre, et l'unification aussi d'un politique qui aujourd'hui se concrétise petit à petit dans le mondialisme. Euh, Cette uniformisation des choses, donc cette uniformisation euh, de la, de la, de, cette uniformisation politique et cette uniformisation superficielle des formes, c'est-à-dire tout le monde sous le même gouvernement sur toute la Terre et qui aurait les mêmes caractéristiques extérieures, qui souvent est dépeint d'ailleurs dans les utopies ou les idéologies comme le meilleur des mondes, 1984, ce genre de choses. Là-dedans, il y a ça. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est pas nouveau, dans le sens où quand vous regardez les grandes civilisations du passé païen, ou voilà, du actuel, en fait, c'est tous des grands empires. Et quand on regarde un peu les doctrines politiques des empires, euh, bah, elles ont ce fond-là. C'est-à-dire que c'est plus ou moins, c'est plus ou moins contre nature et souvent ils respectent un peu plus la loi naturelle que les doctrines issues de la Révolution française. Euh, mais c'est pas substantiellement différent dans le sens où l'Empire, et quand on regarde les doctrines placées dans leur époque, elles ont vraiment ce point commun. Elles visent une unité universelle au niveau politique, pas de la foi, mais au niveau du politique, sous bah, un empereur, c'est un empire, donc, et qui a vocation à être universel dans le sens voilà, mondial. Et quand vous prenez par exemple la Chine, ou le même Rome, placés dans leur époque, je veux dire la Rome antique païenne, ils se pensaient comme étant un empire mondial. Et en fait, à l'époque, ça recouvrait tout le monde connu. Il y avait vraiment cet aspect-là, donc, et qui doit s'étendre. Après, bon, au bout d'un moment, il y a la réalité qui arrive. Enfin, on se heurte à la réalité, ça ne marche plus bien, et donc ça limite les choses. Et, et si on est trop contre nature, on s'autodétruit, donc au bout d'un moment, la raison quand même revient et on essaie de trouver des rustines bah, pour, disons, conserver les empires et préserver les choses, pas que ça s'autodétruise d'une génération sur l'autre. Et donc c'est là où après il y a des différences dans l'histoire entre des civilisations, des empires qui vont durer plus ou moins de temps. Mais au fond, il y a toutes ces genres, ces idées révolutionnaires, et plus elles sont appliquées d'ailleurs de façon, disons, intégrale, plus les empires tombent rapidement souvent. Mais, et ça aussi je veux préciser, c'est important, parfois ça peut durer longtemps, et il y a aussi des techniques de contrôle totalitaire des populations. Je pense par exemple au Japon entre 1600 et 1870, qui est une paix très longue, et c'est une paix superficielle, pas de vague, tenue par un contrôle social qui est très important et intériorisé par les gens, qui ressemble beaucoup, dans un certain sens, au rêve totalitaire que l'on voit dans les tentatives depuis le siècle, mais qui sont très forts depuis, je dirais 20-30 ans et qu'on a vécu frontalement depuis quelques années. Vous savez, cet aspect un peu pernicieux de pas vouloir imposer une unité politique extérieure assumée, mais de l'imposer un peu indirectement. Enfin, c'est vraiment ça la démocratie. Hein. On n'a pas de, il y a pas de personne incarnée visible et identifiable. C'est une sorte de gouvernance magmatique et où
on coince les gens petit à petit dans des logiques fausses d'une part et avec toujours une sorte de va-et-vient entre une terreur, donc on fait peur aux gens, tout en donnant derrière du pain et des jeux, quoi, euh, pour vivre. Et cet aspect pain et jeu et terreur, et c'est très intéressant parce que bon, ça existe vraiment à toutes les époques, en fait. Sauf que notre époque, disons elle est plus théorisée, euh, du fait de la Révolution, et il y a des technologies nouvelles qui changent un peu les modalités de pratique, mais sur le fond, pas très différent, hein. C'est pour regarder l'ère Edo au Japon, par exemple, il y a un système de terreur, d'extermination des chrétiens et de contrôle politique extrême, politique et religieux. Et derrière, il y a aussi tout un système du pain et du jeu avec des institutions étatiques, enfin, une reconnaissance par l'État, par exemple, une prostitution de grande envergure avec la vente d'enfants pour nourrir tout ça, est reconnue, hein, vente d'enfants par leurs propres parents d'ailleurs, souvent. Euh, ce qui fait que le système en fait s'est maintenu longtemps. Voilà. Ensuite, je vais encore faire une dernière citation et puis je vais laisser la place aux questions pour pas être trop long. Il y a une autre chose que je voulais dire, enfin plutôt citer, c'est pas moi qui parle. Encore Monseigneur Gaume qui avait fait un petit opuscule apologétique, donc apologétique hein, qui se voulait pour défendre l'Église et la foi catholique en son temps, au moment où le pape était attaqué, justement. Donc ça s'intitule À quoi sert le pape? À 1861. C'est le moment où le pape est vraiment commence à être attaqué dans ses états pontificaux. Et il a quelque chose de très intéressant et c'est ça qui est très intéressant. Nous, c'est facile, notre époque, ça, si jamais, enfin, on a des grandes difficultés, mais d'un point de vue doctrinal, c'est très facile notre époque, parce qu'on peut vraiment vérifier ce qu'ont dit les auteurs contre-révolutionnaires depuis 2 siècles, euh, j'allais dire sans réfléchir. Je veux dire, je vais vous lire là quelques extraits, mais ce qui prévoit, pas en faisant Irma, mais en simplement en analysant les causes de la révolution, en disant attention, si on continue à appliquer les doctrines révolutionnaires, il va y avoir telle et telle conséquence. À leur époque, ce qui était difficile, c'est que c'était difficilement, disons, vérifiable, parce que l'Europe était encore très chrétienne. Bon, la chrétienté partait en lambeaux, mais elle n'était pas encore disparue au XIXe siècle complètement. Il y avait encore un pape. Bon, il y avait encore l'Espagne, le Portugal, même si c'était en train de s'écrouler. Et il y avait un vrai combat contre. Enfin, il y a eu la Restauration en France. Enfin, c'était pas. Et les sociétés étaient encore profondément et largement, majoritairement chrétiennes. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ceci. Donc, donc c'est dans son livre qui s'appelle À quoi sert le pape et bah, c'est le deuxième chapitre. Il y a cette phrase, enfin, ce petit passage que je vous lis. Lisez l'histoire. Sans pape, vous aurez le monde tel qu'il était avant le pape. Sous une forme ou sous une autre, l'esclavage pour base, Néron pour roi, Satan pour Dieu. Libre à vous de nier, les faits sont des faits. Il n'y a ni lumière, ni civilisation, ni littérature, ni journalisme, ni prétention qui y fasse. Entre l'homme et le paganisme, avec ses hontes et ses crimes, l'histoire n'a jamais connu, et ne connaît encore qu'une barrière, c'est le pape. Avec lui disparaît ce qui seul empêche les crimes païens et les hontes païennes, l'Église et le christianisme. Regardez la map monde, sans pape vous aurez le monde tel qu'il est encore en Chine, au Tibet, dans l'Océanie. Dégradation morale, ignorance, anthropophagie, superstition sanglante. Dans une question où il n'y a que deux termes,
Vainement on en cherche un troisième. Entre le christianisme et le satanisme, pas de milieu. L'homme est né pour adorer. Quiconque n'adore pas le vrai Dieu, adore le faux. Quiconque n'adore pas le Dieu très haut, adore le Dieu très bas. Quiconque n'adore pas le Dieu esprit, adore le Dieu matière, le Dieu métal, le Dieu chair, le Dieu ventre, comme le dit saint Paul, quorum Deus venter. Interrogez vos souvenirs. Sans pape, vous aurez le monde tel qu'il était redevenu en France à l'époque de 1795. Robespierre à la Convention. Fouquier-Tinville au palais de justice. Simon avec son instrument sur la place de la Révolution. Carrier à Nantes. Vénus à Notre-Dame. La Bastille partout. Malgré tous les certificats de probité, d'honneur et de philanthropie que nous aimons à délivrer à notre temps, il ne faut jurer de rien excepté d'une chose, sans pape, point de christianisme, et sans christianisme, tout ce qui s'est vu avant le christianisme, tout ce qui se voit encore en dehors du christianisme, peut se revoir. Voilà. C'est très très bien dit. Je vous laisse appliquer, mais pour donner quelques exemples, le monde où on vit aujourd'hui depuis 30-40 ans est vraiment revenu. Si vous réfléchissez, par exemple, si on prend juste l'avortement, on est revenu à des massacres de masse d'innocents, qui sont des quasi-sacrifices, et qui sont d'autant plus pervers et qui sont peu visibles. Enfin, c'est facile de tuer un enfant à l'état de cellule qui est encore à l'état de quelques, enfin, qui mesure même pas quelques millimètres dans un ventre, plutôt que disons d'assassiner un enfant à naissance, même si on est en train d'y arriver, hein, en fait. Enfin, ça se fait déjà. Il y a des choses un peu scabreuses enfin, là-dedans. Mais bon, ça, heureusement, notre nature est tellement rebelle, enfin, c'est tellement contre nature que quand on arrive à ce genre d'acte, il y a une sorte de rejet quand même. Mais bon, on y arrive. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est là la particularité des sociétés en fait, qui sont païennes, donc qui sont au fond, qui se fondent sur des principes plus ou moins, ouais, ils disent sataniques, mais c'est ça au fond, hein, que ça soit conscient ou pas conscient. C'est quand on va commencer à justifier du, du mal. Donc par exemple, pour l'avortement, c'est typique, c'est exactement ça ce qui se passe. C'est en vérité, enfin en réalité, un massacre de masse, mais ce qui est terrible, c'est que c'est légitimé. On dit que c'est bien, et même que ça serait nécessaire euh, pour, je sais pas, pour maintenir la société. On a l'impression d'être chez les Aztèques, chez les sacrifices humains, et ils étaient tous convaincus de bonne foi d'ailleurs à leur époque, que ça permettait de faire tenir tout le cosmos, quoi. Donc on n'en est pas encore tout à fait là, parce que heureusement, enfin voilà, il y a des chrétiens, encore, et toujours une église, il y a toujours notre roi, donc il y a encore heureusement ce phare dans l'obscurité païenne qui fait que euh, on laisse pas, enfin, on est un peu les empêcheurs de tourner en rond, qui fait que le païen ne peut pas rester, faire semblant de pas voir, parce qu'on lui met un peu la lumière quand même dessus. Mais bon, ça arrive. Et, voilà. Et soit dit en passant, j'aimerais aussi préciser quelque chose d'important, c'est que peut-être que certains auditeurs s'enregistrent pour ceux qui regardent se dire, mais d'accord, mais c'est exagéré quand même, les païens, enfin, c'était peut-être pas si terrible que ça, je ne sais quoi. Bon, moi j'invite à regarder premièrement les résultats de l'anthropologie et de l'ethnographie sur toutes les sociétés primitives. Ça, ça calme un peu parce que c'est quand même assez terrible. D'autant plus terrible que la plupart du temps, les gens qui vivent en société ne se rendent même pas compte de l'horreur dans laquelle ils vivent en fait. C'est ça qui est terrible. Et c'est vraiment un mal, je veux dire, pour le coup, contemporain aussi. C'est-à-dire le fait qu'on est dedans sans s'en rendre compte. Enfin, on s'en rend même plus compte finalement de la déchéance où l'on vit. Pour pas de, voilà, il y a peut-être une certaine, disons, logique psychologique pour pas devenir fou quand on commence à faire des choses terribles. Ben, forcément, on veut s'auto-justifier ou on accepte assez facilement les justifications données par la société qui, de toute façon,
comme c'est une société qui devient totalitaire, elle vous dit si vous acceptez pas mes auto-justifications, c'est va être vous le prochain bouc émissaire. Donc c'est sûr que quand on est dans cette situation-là, quand on est des hommes politiques, il faut, c'est quasiment mission impossible de résister en fait, hein, parce que ça veut dire qu'il faut être prêt à se sacrifier. Donc la seule solution, c'est d'avoir une, une société euh, euh, politique parallèle. C'est ce qu'on essaie de faire avec nous, les légitimistes, et la société de l'Église, donc avec les paroisses, etc., qui permet de résister, quoi. Mais dans une société primitive, païenne, sans Église catholique, au départ, bah, c'est les martyrs, en fait, hein. C'est ceux qui vont dire quelque chose d'autre, différent, et qui vont appliquer la vérité du Christ, ils finissent en martyrs. Puisque la société ne refuse, enfin la société ça veut rien dire, mais je veux dire les dirigeants et même les gens lambda de leur époque ne veulent pas voir leur propre misère quelque part. Parce que c'est toujours pareil euh, pourquoi il y a ces réactions de rejet, de persécution que l'on voit dans les évangiles contre Jésus-Christ? Tout simplement, c'est parce que quand il y a la lumière qui arrive et la vérité, même avec toute la délicatesse d'un Jésus-Christ, Dieu, enfin, qui avait donc une délicatesse extrême, qui cherchait pas à renvoyer les fautes dans la figure des gens, etc. Même comme ça, ben, juste en mettant la lumière, ben, par contraste, ça accentue, disons, la vision de sa propre misère et obscurité tant qu'on n'a pas accepté la lumière, quoi. Et ça peut créer des réactions violentes. Et je pense que, voilà, dans tout chemin de conversion, c'est comme Saint Paul, hein, avant d'être converti, on a été persécuteur, donc, je pense, donc d'une façon ou d'une autre. Donc il faut pas jeter la pierre dans le sens où euh, c'est une réalité de notre nature humaine et notre but c'est de se convertir nous-mêmes, et ensuite de convertir, enfin c'est pas nous qui convertissons, mais donc de permettre de faire le mieux pour donner la possibilité aux autres de se convertir et d'être dans le combat politique intransigeant. Voilà. Mais la grande différence avec ces temps païens, c'est que nous, on vient d'une société profondément chrétienne, qui avait une légitimité chrétienne, d'où le combat légitimiste. Ça, c'est la grande différence et la grande nouveauté de notre époque. C'est-à-dire que quand les chrétiens arrivent, par exemple, dans l'Empire romain antique, les pouvoirs en place, aussi païens et aussi terribles que étaient les institutions, étaient légitimes, et qu'il n'était pas question de se rebeller. Aujourd'hui, c'est complètement différent. En France, nous vivons dans une situation où les pouvoirs sont euh, injustes, mais surtout illégitimes. Ce qui change complètement la donne. Ce qui permet d'avoir notre combat politique, parce que nous avons une légitimité incarnée par le roi de France. Et ça, c'est très clair. Et ce qui permet de combattre comme ça, sans tomber dans la rébellion et sans aller contre les principes d'obéissance. Parce qu'on n'est pas dans une situation euh, on est dans une situation, disons, doublement anormale, dans le sens où euh, enfin, disons, doublement terrible, où on est dans un contexte qui est, en pratique, qui est aujourd'hui quasiment païen, sauf que ce contexte païen ne peut pas être christianisé en tant que tel, puisqu'il est substantiellement et profondément contre nature, j'allais dire d'un point de vue politique, d'un point de vue surnaturel et naturel. Donc il est contre l'Église catholique foncièrement, et contre même la nature politique. C'est-à-dire, il refuse, c'est la démocratie, il refuse la hiérarchie, l'autorité, l'ordre incarné par un chef, le roi, alors qu'au moins, donc il est en fait, du fait qu'il s'est créé pour détruire la chrétienté et la royauté catholique en France,
ce système, ce régime est inchristianisable. Ça, c'est la grande différence avec les époques où le christianisme arrive dans des endroits où il n'existait pas auparavant. C'est-à-dire qu'il arrive dans un ordre qui est comme païen, complètement désordonné, mais qui a quand même un certain squelette naturel qui est légitime et qu'il ne faut pas remettre en cause. C'est pour ça que et l'idée c'était de le christianiser dans le sens où en fait christianiser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la conversion des gens, c'est tout, hein. Et sous l'Empire romain, n'importe quel endroit où le christianisme arrive, il suffit que les chefs se convertissent, bah Clovis, hein, Clovis, c'est l'exemple parfait, pour que, disons, le pays se convertisse. Mais cette possibilité est impossible dans l'époque où l'on vit aujourd'hui, puisque le système lui-même démocratique et libéral fait en sorte qu'il n'y a pas de chef identifiable et pas de chef constant. Donc il est juste inchristianisable, d'où ce qui renforce encore plus notre combat légitimiste. Le, 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 le pouvoir est injuste. Bon, ça c'est tout le monde s'en rend compte. Mais il est légitime, ça les gens s'en rendent beaucoup moins compte. Et ça c'est notre travail à se rappeler qu'il est illégitime. On n'a pas accepté un pouvoir légitime. Et qui, en plus, et ça devrait convaincre beaucoup de catholiques, il est inchristianisable. Donc, ce qui met, ce qui soit dit en passant, remet en cause toutes les politiques de ralliement, etc. Du XIXe siècle. Mais on comprend pourquoi il y a eu ces politiques de ralliement, c'est parce que le seul précédent historique de ce genre de choses, enfin en fait, peut-être pas que c'était le seul, mais en tout cas c'est celui qui était dans la tête des gens et qui était massif, enfin, je veux dire des gens, des catholiques, et des clercs en particulier, c'était le contexte d'un monde purement païen, mais politiquement pas contre nature. Donc typiquement l'Empire romain ou n'importe où le christianisme s'est implanté, ou Clovis et tout ça. Donc il y avait une certaine sorte d'idée qu'il suffisait de christianiser le système en place, quel qu'il soit. Mais qui faisait l'impasse sur... Mais c'était compliqué, puisqu'il n'y avait pas de précédent historique, qui faisait l'impasse sur le fait que là, on était dans un système foncièrement anticatholique et foncièrement contre nature d'un point de vue politique. Et donc que vouloir essayer de le changer de l'intérieur était juste pas possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre époque, pour le coup, c'est très facile. Euh, L'histoire l'a prouvé. Pour la France, c'est quand même assez massif quand vous réfléchissez. Il y a peut-être 95% de catholiques en France à la fin du XIXe siècle. Bah, logiquement, et ça c'est le calcul qui avait été fait, si on fait le ralliement, la République devient catholique, quoi. Bah, ça s'est pas du tout passé comme ça. Malgré 95% de gens politiques qui étaient tous quand même extrêmement fidèles à ce que disait le pape. Donc, je veux dire, la situation était sur le papier excessivement favorable. Mais malgré ça, bah, ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, bon, déjà ça prouve que ça fonctionne pas. Enfin, je veux dire, c'est un fait, quoi. Et euh, contra factum non argumentum, comme dit le proverbe latin, hein, pas de discussion devant les faits, on ne peut pas remettre en cause les faits. Mais si on essaie d'expliquer, c'est ce que les contre-révolutionnaires, les légitimistes, etc., même les royalistes de façon générale, expliquaient à l'époque, ben, c'était que bah, voilà, le système en soi était vicié, quoi. C'était du poison sur place, donc c'est comme vouloir se soigner en buvant du poison, quoi. En général, on se tue en fait. Donc le roi tombe, et ensuite le pape tombe. Et voilà ce que dit l'ancien Gaulle. Le pape tombé, il faut le redire, l'idée souveraine du Dieu rédempteur, du Dieu civilisateur, retombe à l'état de lettre morte, pour se perdre bientôt dans la poussière du doute et finir par le néant de la négation universelle, avec toutes ses conséquences. Et toutes ses conséquences, je finis la citation, c'est la phase, cette citation est finie, et qui parle. Toutes ces conséquences, je vous laisse regarder la réalité que nous avons autour. Euh, et voilà, nous la connaissons. Et pour finir, je vais juste lire un petit passage qui est très bien dit, et assez drôle, je trouve.
Pourquoi la France ne parvient pas à se constituer en république? Donc là, je relis Monseigneur Ségur, de Ségur, puis le roi. Euh, Monseigneur, hein, c'était pas un évêque non plus, c'était un titre honorifique qui a été donné par le pape pour son travail. Monseigneur de Ségur est le fils de la comtesse de Ségur. Donc la comtesse de Ségur, vraiment à lire, hein. Si vous avez des enfants, c'est vraiment des bonnes lectures, hein. Pour la petite histoire, Monseigneur de Ségur, il n'est pas devenu évêque parce rapidement, il est devenu aveugle. Quand on est aveugle, on ne peut pas devenir évêque. Euh, donc, je fais cette phrase parce qu'elle est quand même excellente. Et mon Dieu. Alors, la question c'est pourquoi la France ne parvient pas à se constituer en république? Et mon Dieu, pour une raison fort simple. Une femme blonde a beau se teindre les cheveux en noir, ou même en rouge, elle n'en demeure pas moins en réalité une femme blonde. Pour un temps, elle semble brune. Pour un temps, elle semble rousse. Mais, bon gré mal gré, les cheveux repoussent toujours blonds. La France est monarchique dans sa constitution même, elle a le sang monarchique, comme elle a le sang catholique et militaire. C'est un fait dont l'évidence est attestée par l'histoire et au besoin par les efforts impuissants que cette pauvre France fait depuis un siècle pour changer son tempérament. Donc voilà, je finis sur ça, sur cette idée que voilà, on n'est pas légitimiste parce que ça nous fait plaisir ou parce qu'on est content ou parce que l'idée est belle ou je sais pas quoi. C'est parce que la réalité de notre pays est comme ça, quoi. C'est tout. Et que plus on fait de l'histoire, plus même juste regarder autour de nous, bah, tout, qu'on le constate et que faire violence et que finalement tout ce qui se passe dans le monde révolutionnaire en France, la République et toutes ces idéologies, c'est juste violenter chaque jour, tous les jours, cette réalité. Donc c'est comme si d'un point de vue personnel, bah, c'est exactement ce qui se passe de façon folle, mais enfin, cette citation est quand même très drôle, enfin très prophétique dans le sens où c'est ce qui se passe aujourd'hui avec ces histoires de wokisme, transgenre et LGBT. On pourrait refaire cette citation de Monseigneur de Ségur, pas appliquée au pays de la France, mais appliquée aux personnes individuelles, disant bah, c'est une femme qui veut devenir un homme, elle a beau se faire toutes les opérations qu'elle veut et tout ça, bah, une femme sera toujours une femme et un homme sera toujours un homme, hein. Il suffit de prendre un cheveu pour regarder les gènes pour le vérifier. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, voilà, je vais finir sur ce mot. Si vous n'acceptez pas le roi légitime tel quel, parce que c'est la réalité de notre pays, donc si vous voulez choisir, par exemple, en fait, ne serait-ce que choisir votre roi, même par exemple, si vous êtes royaliste, choisir un autre roi, parce que vous considérez, je ne sais pas quoi, enfin donc si vous voulez choisir, c'est un peu comme les protestants en religion, enfin ou tous les hérétiques hein, qui choisissent, hein. Hérésie, ça veut dire choisir. Et, et donc que vous privilégiez votre volonté propre ou vos préférences à la réalité qui a été donnée, telle qu'elle, à votre naissance, dans notre nature d'une part, et pour notre pays qui a été donné par Dieu en fait à travers l'histoire et les lois fondamentales. Et ben, ne vous étonnez pas que 200 ans plus tard aujourd'hui, on nous dise vous pouvez choisir votre sexe. C'est au fond la même logique. C'est c'est la logique qui descend, qui arrive au bout de ses conséquences, mais qui est exactement similaire. Vous avez choisi le roi, ou vous avez cru pouvoir choisir le roi, ou avoir choisi autre chose, ou quelqu'un d'autre, ou un système politique qui vous conviendrait, alors que c'était pas la réalité faite par Dieu pour nous. Eh ben, ne vous étonnez pas que 2 siècles plus tard, on vous dise que vous pouvez choisir votre sexe, que vous pouvez vous libérer de tout ça. C'est exactement la même logique. Et inversement, je veux dire, si vous trouvez qu'il y a un problème avec ces histoires de wokisme, etc., ben, il faut remonter au bout du bout des causes
et l'impliquer aussi, et surtout à la politique, parce que si on en arrive là au wokisme, c'est bien parce que on a commencé par du libéralisme et de démocratie qui a créé la, tout- la possibilité de ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est d'abord l'écroulade des sociétés politiques, de la famille des familles du roi, la famille tout court, tous les corps intermédiaires, puis on en arrive aujourd'hui euh, au libéralisme, disons pas, qui était donc au XIXe siècle, au moment de la Révolution française, essentiellement au niveau politique, dans le sens des corps politiques. Aujourd'hui, avec la destruction de tous les corps politiques, la démocratie individualiste, chaque personne individuelle devient son propre corps politique. Donc il est logique que le libéralisme s'applique à chaque personne individuelle, ce qui en pratique, c'est le choix de son sexe, le choix de changer sa nature et tout ça. Et évidemment, comme c'est contre la réalité, ça crée beaucoup de souffrance, beaucoup de dégâts et beaucoup de terreur. Et donc la seule solution, c'est vive le roi et vive le Christ et resterons. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute.